Yes, vous m'entendez bien? Parfaitement, c'est parfait. Donc, effectivement, on va parler de clean architecture, d'architecture hexagonale pendant 40 minutes, il me semble? Yes, parfait. Alors on va commencer, déjà que je me présente, je m'appelle Christophe Brauré-Girardin, heu, Christophe BG pour les intimes sur Twitter. J'ai plus de 20 ans d'expérience, je suis, coach craft, auditeur, donc je fais des audits techniques en fait. Je suis formateur également, conférencier, je peux rajouter international parce que j'étais en Belgique la semaine dernière. Co-auteur, j'ai 3 livres, à sortir bientôt et sinon avant ça, j'étais développeur, tech lead et architecte, ce qui permet d'être, voilà, d'être pertinent dans tout ce que je vais expliquer aujourd'hui. Dès que si on rentre dans le cœur de l'histoire, on va déjà parler d'histoire, d'historique. Comment on en est arrivé à tout ça? Donc moi, j'ai commencé à travailler avant les années 2000. La première décision qu'on prenait quand on arrivait sur un projet, c'était, quelle base de données on va choisir. Est-ce qu'on va choisir, Oracle, MySQL? Il y avait des choses comme ça à l'époque, qui existent toujours aujourd'hui, mais depuis ça s'est étoffé. Et alors on savait pas ce qu'on allait développer, mais on savait déjà où on allait les stocker, où on allait stocker les données. Déjà, on savait même pas encore trop quelles données on allait stocker, mais déjà on savait où. Et après on commence à faire les tables et les colonnes. On savait toujours pas encore les comportements qu'on allait faire, mais on savait déjà où on allait mettre les choses. La deuxième décision, c'était, le bug tracker. Ouais, on va avoir des bugs, donc il faut un bug tracker pour les suivre et cetera. Et c'est un peu comme, quand on est pessimiste, quand on pense que ça va pas mal se passer, ça se passe mal. Donc comme on avait un bug tracker, on avait des bugs. Du coup, voilà, problème de gens mécontents, de problèmes d'argent, voilà, tout ça, ça se passait pas hyper bien. Il y avait des longues sessions de correction, d'aller-retour, de saisie, de vérification, «Ah non, c'est pas un bug, ah si, c'est un bug, j'arrive pas à le reproduire, ça marche sur mon poste». Donc en fait, pourquoi on avait tout ça? C'est parce que, la seule décision qu'on faisait, c'était choisir la base et après on développait. Et en général, quand on développait au début, on avait un tas de boue, en anglais, un big ball of mud. En français, on dit plutôt architecture spaghetti. C'était des choses où il y avait pas de cohérence, tout était mélangé, on savait pas, qu'est-ce qui était responsable de quoi, qu'est-ce qui était de cette fonctionnalité ou telle autre fonctionnalité. Donc les gens, faisaient des tests manuels, donc on avait des armées de gens qui faisaient des tests manuels, donc qui trouvaient des bugs, parfois, un peu stupides. Je clique sur le bouton, ça marche pas. Heu et quand quelqu'un arrivait sur le projet, c'était compliqué parce que, bah, voilà, fallait pour se repérer, c'était compliqué. J'ai déjà entendu des projets où on disait: «Il faut 6 mois pour, commencer à un peu comprendre ce qui se passe sur le projet». Donc 6 mois, c'est énorme. Donc la personne, elle est pas employable en 6 mois. C'est ça que ça veut dire? Donc on avait des souffrances pour maintenir les choses, souffrances pour faire évoluer. En fait, au début, ça allait vite, hein. On développait très rapidement parce qu'on faisait n'importe quoi, donc ça allait très vite. Et puis après, rajouter des choses dans du n'importe quoi et ben, ça devient tout de suite plus compliqué. Donc au début, on délivrait vite et après, au fur et à mesure, rajouter une fonctionnalité ou me faire modifier une fonctionnalité, c'était de plus en plus compliqué. Heu, Si vous voulez savoir ce que ça ressemble un plat de spaghetti dans la vie, c'est ça. Si je vous dis ça, c'est le réseau électrique, que j'ai chez moi, et il y a là une personne au deuxième étage qui a un problème électrique, est-ce que quelqu'un peut venir, m'aider? On a envie de dire: «Bon courage». Bah, c'est exactement la même chose dans le code. Bon courage, dans un plat spaghetti, bon courage. On peut aussi voir le plat spaghetti comme des choses qui sont connectées les uns avec les autres, heu, une espèce de toile d'araignée comme ça là, où, admettons que je veuille prendre une partie, créer une librairie de cette partie ou en faire un web service ou autre chose, et ben, là tout est imbriqué donc tirer un bout, c'est tirer, toute l'application. Donc ça devient tout de suite compliqué. Donc pour pallier ces problèmes, on s'est dit, ce s plutôt qu'avoir tout mélangé, ce serait bien que ch de créer des choses qui aient des responsabilités uniques. Donc c'est là où, sont arrivées les architectures en couches. Alors on parlait de spaghetti tout à l'heure, là on parle de lasagne. J'espère que vous avez pas trop faim parce qu'on va parler beaucoup de nourriture. Donc il y avait une couche qui permettait de dialoguer avec l'utilisateur ou en tout cas quelque chose qui voulait, se connecter à notre application. Une couche qui traitait de métier, on va dire, pseudo-métier, et puis une couche qui traitait de tout ce qui était communication avec une source de données, comme une base de données. Donc là, on se dit: «Bah, voilà, c'est très compartimenté, on comprend un peu ce qu'on fait».
et c'est beaucoup plus facile d'agir s'il y a un bug quelque part. Si c'est un bug de requête SQL, c'est plus facile, d'agir parce qu'on cible tout de suite le problème. Ça, c'était la théorie. À l'usage, on s'est aperçu qu'il y avait un peu plus de problèmes que ça. En fait, en général, on a avec les années, on a la base de données, des tables et puis on a, des ORM qui sont arrivés. De toute façon, même s'il y avait pas d'ORM, on le faisait à la main. On avait des objets qui représentaient, les tables et les propriétés de l'objet qui correspondaient aux colonnes. Et ces objets-là, donc c'était une modélisation de persistance, étaient utilisés, donc dans la couche de communication avec la source de données, donc la couche de persistance. Et ces objets-là, finalement, on les utilisait un peu partout. On les utilisait dans le métier, on les utilisait, j'ai déjà vu même des gens qui utilisaient jusqu'aux IHM. À l'époque, on faisait des applications où il y avait tout dedans. On en fait toujours d'ailleurs. Les SPA, c'est pas la vie, il y a d'autres choses. Et donc, dès qu'il y avait un problématique de modification de table ou de colonne, bah, ça avait des impacts un peu partout. Donc, modification de base de données implique des modifications, de métier, voire d'IHM. Donc là, on voit que, finalement, les couches, on a un peu de sauce tomate ou de fromage qui coule un peu partout, c'est pas si étanche que ça. Après, on a eu des frameworks aussi qui sont arrivés et qui ont encapsulé beaucoup de couches et le jour où les frameworks, changeaient de version ou mouraient, qu'il fallait les changer, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus compliqué que prévu parce que, voilà, ils étaient vraiment là, une chape chape de plomb sur plein de couches de notre application. Puis à la fin, on voyait quoi? On voyait aussi, qu'on structurait par couche technique et donc dans chaque couche, on avait toute l'application, toutes les fonctionnalités, tous les contextes de toute l'application et ça devenait un peu compliqué pour se repérer et si on voulait, par la suite, récupérer un bout, bah, il y avait des bouts dans chaque répertoire, chaque package. C'est un peu compliqué, on faisait que scroller, c'était pas l'idéal. Si vous imaginez ce que c'est, une arborescence en couche, c'est ça. Là, on a le contrôleur, donc on va dire contrôleur, REST, admettons, qui communique avec des services. On a même mis un maître service aussi, on sait pas trop ce que c'est, mais c'est voilà, on va dire c'est du métier. Puis on a la persistance en dessous, on aimait bien dire DAO à l'époque, Data Access Object, des éléments, des objets d'accès aux données. Et puis on avait nos modélisations de persistance, réservation, administration. Donc là, ça va parce qu'il y a que deux fichiers par couche. Et puis là arrive, la comptabilité. Heu, Là, on est sur du VTC, donc on peut administrer et réserver. Puis d'un coup, on veut faire de la comptabilité sur l'argent qu'on gagne. Et puis après, on a un service d'achat de voitures parce que, voilà, le VTC, il faut acheter des voitures. Et puis après, on a des achats de bouteilles d'eau, services qui arrivent. Même si, actuellement, dans les VTC, j'en vois plus trop les achats de bouteilles d'eau, mais c'était bien au début. Et puis, finalement, on voit qu'on a une scroll bar qui commence à grandir et on en fait que scroller entre la persistance, le service et le contrôleur avec toutes nos éléments dedans. Sans parler des 2 objets là de réservation et d'administration qui transitent partout, comme je vous l'ai dit, parce qu'on utilise, et dans le service et dans le contrôleur, voire même plus, dans l'IHM. Et donc dans la vraie vie, on aurait ça en fait. On a des endroits pour, les piétons, le trottoir, des endroits pour les voitures, la route et puis, les endroits pour mettre, là c'est la scène, donc, un endroit pour la scène et puis parfois, bah, ça glisse un peu, la scène se retrouve un peu partout et c'est pas ce qu'on avait imaginé au début. Donc plutôt qu'avoir une grosse application en énorme, on s'est dit: «Ouais, on va passer en microservices» et du coup, appréhender un gros problème et le diviser en petits problèmes, on va mieux y arriver. C'était une bonne idée à la base, sauf que, microservices, c'est il y a un but pour faire des microservices, on fait pas des microservices, comme ça. Le découpage, il faut bien le faire, le découpage, c'est pas inné. Si on se trompe, ça va être compliqué de refusionner. Et après, il y a toute une connaissance technologique à avoir, hein, service discovery, circuit breaker, agrégation de logs, et cetera. Et donc si on sait pas faire tout ça et on sait pas découper correctement et on sait pas designer correctement, une fonctionnalité, une application, un contexte, bah, finalement, au lieu d'avoir, des choses, hyper bien, on va avoir en réalité, soit une petite lasagne, soit une petite spaghetti, soit une petite lasagne, soit une petite spaghetti et tout ça communique ensemble. Et finalement, on n'a peut-être pas gagné grand chose. Hem, Dans la vraie vie, dans les
la fibre. On a maintenant des boîtes, des boîtiers qui sont dans les quartiers. Il y a pas, un boîtier pour toute la France et donc on se dit: «Bah, voilà, c'est bien, chacun a son petit boîtier, c'est hyper bien». Parfois, on ouvre les boîtiers, ça donne ça, quelque chose d'indescriptible et puis je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé d'être débranché par un opérateur pour brancher, un nouveau client et puis du coup mon opérateur vient et fait la même chose et cetera. Donc c'est pas parce que on a bien découpé, on a découpé que c'est bien fait à l'intérieur. On peut aussi voir ça entre les communications entre microservices. Parfois, il y a des microservices qui réagissent à des événements, puis ils en soumettent eux-mêmes, puis après à la fin on sait plus s'il y a une erreur qui arrive, on sait plus par où elle est rentrée, on c'est un peu de mal à suivre les problèmes. Donc en fait, l'architecture logicielle, c'est vraiment quelque chose, qui doit être bien conçu parce que, c'est sur ça que repose le système. Le système évolue, il faut pas qu'il y ait beaucoup de douleur, pas trop de douleur. Il faut pouvoir, ajuster aux besoins. Il faut protéger des intempéries technologiques aussi parce que voilà, tout change. Il y a beaucoup de choses qui changent, les bases de données, les frameworks, on passe en microservices, il y a plein de choses qui changent, le cloud. Donc il faut, se protéger, l'architecture de tout ça. Et qu'est le cœur en fait de l'applicatif? C'est pas, la base de données, c'est pas, telle ou telle technologie. Vraiment, c'est le métier, c'est les comportements qu'on va développer. Hem, Pourquoi? Parce que c'est vraiment ça, le cœur de l'application, hein. S'il y avait pas de métier, si c'est un CRUD, il y a pas besoin de se creuser beaucoup la tête. Hem, le métier, c'est ce qui est différenciant, c'est ce qui fait gagner de l'argent, c'est ce qui vous différencie de votre concurrence et c'est ce qui est pérenne. La technologie est livrée, on voit que ça évolue beaucoup. Le métier, voilà, si notre métier évolue, c'est qu'on change un peu de métier. Mais, en général, c'est assez stable. Et donc la bonne idée, je vais citer Nietzsche, c'est pas souvent qu'on cite, des philosophes allemands. La bonne idée, c'est comme une flèche lancée par-dessus une colline, un autre la ramasse et la tire plus loin. Donc les bonnes idées, c'est ce qu'il faut conserver et c'est ce qu'il faut se refiler. Est arrivé des nouvelles technologies avec les couches, avec des tests automatisés, avec des pyramides de tests. Même si on ciblait des petites portions de code, ça fait que c'était un peu fragile, vu qu'on ciblait la structure du code et pas le comportement. Les frameworks sont arrivés, l'agilité est arrivée, c'était pas mal et pendant ce temps-là sont sortis des livres, le DDD, Domain Driven Design, la Clean Archi, l'archi hexagonale, ont pas été adoptés tout de suite. Ça a été plutôt démocratisé en 2015 et c'est là où vraiment on s'est encore amélioré avec le craft, avec le DevOps. DevOps, c'est voilà, enlever les silos, rapprocher les devs et les ops. Le craft, c'est concevoir des choses bien et pas juste que ça fonctionne et c'est tout un mindset. Heu, les tests, voilà, on a essayé de faire des tests un peu mieux, ce qui fait que maintenant, on est plus confiant dans nos tests. On est sur une culture produit aussi, plutôt quelque ch un pro voilà, une application, c'est quelque chose qui vit, qui évolue et c'est pas quelque chose, qui s'arrête à un instant T. Donc l'architecture hexagonale, je viens d'en parler, ça nous a voilà, c'est quelque chose qui va nous permettre, d'avoir des, un apport par rapport à tous les problématiques que j'ai citées juste avant. Donc l'architecture hexagonale, c'est quoi? Bah, c'est un hexagone. C'est sorti dans la tête d'Alistair Cockburn en 2005. Il y a des hexagones dans la vie de tous les jours, hein. On en a chez les abeilles, dans les ruches, c'est les alvéoles, c'est fait en hexagone. Et donc voilà, c'est imaginer un hexagone autour de quoi? Autour de ce qui a de la valeur, donc autour du métier en général. C'est ce qui a le plus de valeur, mais il y a d'autres types de valeurs, mais en tout cas le métier, c'est quelque chose de très parlant. Donc on va isoler notre métier de tout ce qui est technologie. Pourquoi? Parce que c'est ce qui évolue beaucoup, ce que j'ai dit. Donc il faut essayer de protéger cette technologie, pardon, protéger ce métier. Sauf si, ouah, il peut y avoir des règles, enfin des choses qui changent si jamais on a une voilà, notre métier, c'est de la comptabilité, il utilise une librairie de compta et si on se passe de cette librairie de compta, ça va nous poser plus de problèmes que de l'avoir.
Donc voilà, il peut y avoir des exceptions. Mais en tout cas, si on met de la technologie dedans, c'est de l'exception et pas la règle. Donc voilà. Et puis si on le fait, on le consigne quelque part pour dire voilà pourquoi on l'a fait. Il y a un autre nom pour cette architecture, c'est architecture port et adapteur. Pourquoi? Parce qu'il y a des ports et des adapteurs, tout simplement. Alors les ports, c'est quoi? C'est à gauche, vous avez le port qui permet de rentrer dans l'hexagone, donc qui permet de rentrer dans votre métier. Et le port de droite, c'est ce que l'hexagone a besoin pour fonctionner. C'est le port pour sortir de votre métier. C'est: «J'ai besoin dans mon VTC, j'ai besoin d'ajouter une réservation à mon système». Et donc là, j'ai besoin d'un port pour faire ce travail. Et ça veut dire quoi ajouter une réservation dans le système? Est-ce que c'est écrire dans une base, écrire dans un fichier? Je m'en fiche, point de vue hexagone, mais en tout cas, je veux ça. Et puis je veux, quand je récupère une réservation à partir d'un identifiant, un UID, j'ai besoin de récupérer cette réservation. D'où je la récupère, d'une base, d'un fichier encore une fois, ou d'un web service, je m'en fiche. En tout cas, j'ai besoin de la récupérer. Donc c'est ça les ports, c'est les points d'entrée et de sortie de l'hexagone. Et au milieu, c'est notre application. Voilà, c'est nos règles, c'est les comportements, c'est notre métier. Et autour sont les adapteurs qui vont se brancher au port. Donc les adapteurs, se branchent, connaissent le port ne connaît pas les adapteurs. Comme dans la vie réelle, on a nos prises électriques, il y a un contrat, ça nous délivre du 220 volts, il y a 2 trous et une masse, et ben, on peut brancher n'importe quoi, je peux brancher ma batterie de portable, je peux brancher mon fer à repasser, mon sèche-cheveux. Le la prise ne sait pas à qui se branche, mais en tout cas, tant que je respecte le contrat, et ben, elle va me délivrer du 220 volts. Si je mets un appareil qui a 210 volts, évidemment, il y aura un problème. Mais donc voilà, la prise ne connaît pas qui se branche, mais délivre le contrat. Et ben là, c'est pareil. Heu, le port de gauche ne sait pas qui se branche et le port de droite non plus ne sait pas qui se branche. Donc les dépendances vont vers l'intérieur, c'est des dépendances, hein, c'est pas des exécutions. L'exécution se fait bien de gauche à droite. À gauche, je dis souvent gauche-droite, mais on peut utiliser d'autres termes. Il y a user side, server side, c'est aussi les 2 autres termes, consacrés. Mais il y en a encore d'autres. On peut dire aussi primaire, secondaire, driver, driven, API, SPI, SPI pour, Service Provider Interface. En tout cas, peu importe la terminologie, on peut utiliser encore d'autres choses. Heu, L'essentiel, c'est de se mettre d'accord dans une équipe et de parler de la même chose. Et puis si on change d'équipe, on change de terme, c'est pas très grave. Du coup, le port de gauche, c'est le user side port, le port de droite, c'est le server side port. Et de la même chose pour l'adapteur. Mais c'est quoi finalement un port et un adapteur? Si on rentre dans le code précis. Alors le port de gauche, bah, c'est une signature. C'est, voilà, j'ai réservé une course avec, des arguments, 4 personnes par exemple. Et alors est-ce que c'est aussi le corps? Est-ce que si c et est-ce qu'il faut mettre, une abstraction, une interface? Et ben, c'est pas clair. Alistair Cockburn, il se positionne pas. Dans ses exemples, il en met pas. Donc on pourrait dire c'est juste le point d'entrée. Et ce qui est au milieu, et ben, il ne décrit pas comment on doit le faire. Il dit juste qu'il faut que ce soit des structures simples. Donc finalement, on pourrait refaire un plat de spaghetti au milieu, ça serait possible, même si ce serait dommage, mais c'est possible. Et à droite, c'est le contrat pour sortir de l'hexagone, donc je veux réserver une course ou je veux récupérer une course. Mais là, par contre, c'est une abstraction, un contrat, un rôle, vous l'appelez comme vous voulez. On dit aussi une interface et dans beaucoup de langages, c'est le mot-clé interface qui est utilisé. Donc c'est juste les signatures de ce qu'on veut, mais sans connaître, comment c'est implémenté. Et l'adapteur, c'est l'implémentation de cette interface. Donc l'adapteur de droite implémente l'interface de droite, alors que l'adapteur de gauche utilise le port de gauche. On dit user side parce que ça peut être un utilisateur, mais on pourrait aussi avoir un batch ou n'importe quoi. En fait, tout ça, c'est, interchangeable. Vu qu'on ne sait pas qui m'appelle et on ne sait pas qui me répond mon service à droite, et ben, on peut interchanger, on peut aussi, en avoir plusieurs. Donc je peux avoir mon contrôleur REST à gauche ou un script batch, peu importe, ou un test unitaire orienté comportement. C'est d'ailleurs mon premier adapteur quand je développe. Et à droite, en adapteur, de droite, on peut avoir, quelque chose qui va se connecter à une base SQL, à une base NoSQL, à un web service, à un fichier. Et quand je développe avec mon test, je vais utiliser un bouchon, ce qui me permet de développer rapidement sans avoir à aller jusqu'à une base de données. Les tests s'exécutent en quelques millisecondes. Donc ça permet vraiment d'accélérer le développement, sans avoir à déployer, enfin construire, déployer,
aller dans des IHM, cliquer partout, de remplir des choses. On a vraiment un feedback immédiat et grâce à ça aussi, on peut repousser les choix techniques au plus tard, vu qu'on n'est pas connecté aux technologies. J'étais sur un projet où j'étais arrivé au bout de 3 ans, ils avaient choisi de c'était des petits événements qui transitaient, mais beaucoup, énormément, des milliers d'événements qui transitaient sur le système. Ils avaient choisi MongoDB pour les stocker et puis à l'usage, au bout de 3 ans, on s'est aperçu, je venais juste d'arriver, que, en fait, les événements, ils s'empilaient et ils s'inséraient beaucoup moins vite dans la base qu'ils s'empilaient. Donc au bout d'un moment, ça devenait, heu, ça devenait, pas tolérable et pourquoi? Parce que Mongo, c'est fait pour, récupérer des gros documents, stocker des gros documents. C'est pas fait pour faire de l'IoT, quoi et donc finalement, ce qui aurait dû être fait, c'est de développer toute la partie métier et puis de déployer, voir ce que ça donne en conditions réelles, avant de réfléchir à quelle base de données on va choisir. Donc ça permet ça, de repousser les choix techniques. Il y a plein de projets, je vois, enfin plein, je connais quelques projets où, on développe sans encore avoir choisi la base et ça, c'est hyper bien. Si on peut repousser le plus tard possible ce genre de choix, c'est top et du coup, qu'est-ce qui transite entre les frontières de l'hexagone? Et ben, normalement, la partie intérieure ne doit pas fuir à l'extérieur. Donc l'hexagone ne connaît pas ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, il faut pas faire rentrer des choses, des objets d'extérieur dans l'hexagone ou des objets de, je sais pas, HTTP ou SQL. Donc il faut vraiment, que ces éléments technologiques restent à l'extérieur et la modélisation métier, est-ce qu'elle doit fuir à l'extérieur? Normalement non. Donc, ça milite pour avoir des mappings à gauche et des mappings à droite pour protéger cette valeur. Parce que ce qui est bien, c'est de modéliser le métier sans être impacté, sans être influencé par la base de données ou par des appels, HTTP, de développer comme on souhaite et après, on fait les mappings et on les stocke comme on le souhaite également. Pourquoi un hexagone? Pourquoi pas un octogone? Alors un octogone, c'est violent, hein, c'est les arènes de MMA, mais c'est pas tout à fait ça, ça pourrait très bien être un octogone. En fait, ce que Alistair voulait, c'était d'avoir de la symétrie. Symétrie gauche-droite et symétrie haut-bas et d'avoir assez d'arêtes pour positionner des ports. Donc en fait, c'est un double hexagone. On a l'hexagone au milieu avec les ports et autour, on a, une espèce d'hexagone, également virtuel avec des adapteurs. On pourrait aussi voir, en haut ceux de prod et en bas ceux de test. Voilà, c'est juste pour avoir de la symétrie, c'est une vue de l'esprit. On ne dessine pas des hexagones dans le code, c'est juste une vue de l'esprit et on pourrait avoir, faut juste avoir quelque cho une figure symétrique. Donc on pourrait avoir un losange, un octogone, peu importe et c'est pas parce qu'on a que 2 ports, enfin qu'on a oui, on pourrait avoir un port à gauche et un port à droite, on va pas, renommer l'architecture, ça reste de l'architecture hexagonale. On pourrait aussi avoir 3 ports à droite et 3 ports à gauche ou même un port à gauche et 3 ports à droite, ça reste de l'architecture hexagonale, c'est un nom, marketing, on va dire. Pour la taille des ports, est-ce qu'il faut faire, nos fichiers là qui qui permettent de points d'entrée à l'hexagone, est-ce qu'il faut faire plein de fichiers ou un gros fichier avec plein de méthodes dedans? Sur ce point de vue-là, Alicesource se positionne pas. On verra dans Clean Archi qu'il y a une position plus forte. Là, il y a pas de ce qu'il dit, c'est qu'il y a pas de meilleure méthode. Et de là, on va parler de Clean Architecture. Donc je l'ai un peu amené là. La Clean Architecture est arrivée en 2012 par Robert Martin. C'est quelqu'un, qui travaille depuis très, très longtemps dans l'informatique. Il a publié plein de livres comme, Clean Code, comme, Les Principes solides. C'est un conférencier. Alors il faut mieux l'écouter sur sa partie informatique que sur sa partie, qui n'est pas informatique parce qu'il a des positions un peu tranchées. Mais admettons, la partie, informatique, il a décidé de représenter, ça sous forme de cercle concentrique. Donc là, on n'est pas dans des hexagones, on a des cercles concentriques. On a la partie, règles métiers d'entreprise qui est au milieu, qu'il appelle entities et là, ça va être vraiment la modélisation métier, en fait, de nos règles. Et autour, on a ce qu'il appelle des use cases, donc c'est les règles, métiers de l'application. Donc ça, c'est réserver une course, récupérer une course. Donc en gros, ça je sais pas si ça vous parle, mais c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et autour, on a vraiment ce qui est plus technologique, des gateways vers des bases de données et des contrôleurs, qui sont potentiellement appelés par du web, des choses comme ça. Et puis à droite, on a un petit schéma,
que personne ne comprend et que tout le monde, zappe vite, donc on va le voir tout à l'heure. Donc comme j'ai dit, ça ressemble beaucoup quand même à l'architecture hexagonale, en tout cas pour l'hexagone. On a la partie, métier et la partie, use case qui est l'entrée, le port en fait, d'entrée. Donc là, on voit que finalement, si j'avais un hexagone, ce serait les 2 couches les plus concentriques de de cette figure. Bah, il représente l'UI à droite, du coup l'utilisateur est à droite et la base de données à gauche, c'est l'inverse de tout à l'heure. C'est pas très grave. Donc le flux d'exécution se fait comme ça. On passe par le contrôleur, puis on rentre, dans la partie use case entities et puis on ressort par partir gateway pour aller, discuter avec, une base, un fichier ou autre. Donc de la même façon, si on veut repousser, les problèmes, et ben, on va pas mettre de technologie à l'intérieur. Donc pas de technologie dans l'entities, pas de technologie dans le use case. Sauf si vous avez une bonne raison de le faire, mais à ce moment-là, il faut vraiment avoir la bonne raison et pas dire, tout est, tout est bonne raison et à la fin on se retrouve avec le plat de spaghettis. Le petit schéma en bas à droite que j'ai refait un peu plus gros et un peu plus, enrichi, en fait, donc le contrôleur va appeler le use case. C'est la même chose qu'on avait tout à l'heure, hein, le contrôleur c'est un adapteur, il va appeler le use case et le use case c'est un port. Sauf que là, la clean archi nous dit quoi? Nous dit qu'on passe dans un use case que à travers une interface. Donc là où on se positionnait pas tout à l'heure dans l'architecture hexagonale, là il y a forcément une interface à gauche. Donc le contrôleur utilise le use case, utilise en fait l'interface et il sait pas quelle implémentation il y a derrière. Le use case, lui, utilise aussi une interface pour, aller vers la gateway, mais là, c'est exactement la même chose que l'archi hexagonale. Par contre, pour ressortir des données, il ne fait pas des retours directs. En fait, toutes ces méthodes, elles sont sans retour et il définit en paramètres de sa méthode, une autre interface qui est les éléments qui vont lui permettre de ressortir des informations. Et en fait, le contrôleur, quand il appelle le use case, il lui fournit une implémentation de cette interface, donc on appelle présenteur, là où il va permettre de ressortir les choses. Donc le présenteur va récupérer des objets et va les transformer dans quelque chose de pratique pour le contrôleur. Par exemple, transformer en un flux JSON, parce que c'est plus pratique pour lui. Ou alors transformer en CSV ou autre chose. On pourrait avoir tout un tas de transformations. En tout cas, le contrôleur n'a plus cette responsabilité de récupérer des données et après d'en faire quelque chose pour, transformer en JSON ou faire appel à quelqu'un d'autre. C'est déjà prêt pour lui. Donc voilà, c'est un peu il faut voir à l'usage, mais s'il faut retenir quelque chose, c'est que le use case, il a une interface à gauche, une interface à droite. Mmh, à gauche pour rentrer, pour qu'on l'appelle et à droite pour ressortir des données. Si je représente la cleanarchy sous forme d'hexagone, ça donne ça. Donc vous avez bien, au milieu vos use cases à gauche, c'est votre point d'entrée. Même s'il y a une interface, d'entrée et une interface de sortie, ça reste tout ça, ça reste on va dire le port et ça va être utilisé par le contrôleur et l'implémentation du présenteur pour récupérer des données. Et à droite, on a la même chose que sur l'architecture hexagonale. On a une abstraction de gateway, donc c'est le port en fait, c'est l'interface vers la sortie et après on a une gateway qui est l'implémentation de cette interface. Et entity, là où tout à l'heure on a dit, bah, application, on sait pas trop ce qu'il y a, c'est un peu on pourrait très bien faire un plat de spaghetti. Là, il nous dit: «Non, c'est les règles métiers». Donc ça milite pour avoir une modélisation métier, une modélisation un peu, conséquente avec des règles à l'intérieur. Les règles ne sont pas dans les use cases. Si jamais j'ai une règle de gestion, par exemple, je veux réserver, une course, pour, 5 personnes et ben, 5 personnes, c'est il y a toutes les voitures n'ont pas 5 places parce qu'il y a déjà un chauffeur, hein, dans un VTC. Donc il faut une voiture particulière. Donc voilà, ça c'est une règle qui est dans les objets et pas dans le use case. Le use case ne fait que orchestrer. C'est le point d'entrée, il arrive, après il appelle la modélisation métier, il appelle le gateway, il récupère les choses, il renvoie. Il fait que de l'orchestration. C'est un chef d'orchestre. Et toutes les règles sont dans les objets. Si bien que quand on réutilise ces objets dans plusieurs use cases, on a ces règles qui sont là. Donc on a une garantie que notre métier sera toujours, là et garant qu'on ne fait pas n'importe quoi. Là, j'ai un exemple d'arborescence, toujours dans mon VTC. J'aurai mon contexte de réservation avec, là j'ai mis business rules et puis dedans j'ai, mes entities et mes use cases de mon contexte de réservation. C'est une,
C'est une proposition, hein, on peut faire autrement, tant que ça reste clair. Et puis j'ai mon gateway là en jaune, c'est mon interface de gateway, hein. Les couleurs depuis tout à l'heure, c'est les mêmes. Donc c'est mon port de droite, c'est l'interface qui permet de sortir. Et puis en dehors de business, donc c'est la partie plus technologique, on a notre contrôleur à gauche et notre gateway à droite qui vont vraiment, porter la technologie, HTTP sans doute à gauche et puis peut-être du SQL ou du Hibernate ou des choses, Sequelize, des ORM, ou des requêtes SQL, ou NoSQL ou des fichiers, peu importe, ou un appel web service. Vous avez toute votre technologie dans le gateway. Et tout à l'heure, on parlait de port. Est-ce qu'il faut un fichier, plusieurs méthodes? Il y avait pas de position. Dans la cleanarchy, chaque use case, n'a qu'une méthode et porte le nom de ce que fait le use case. Par exemple, là, j'ai recherché chauffeur disponible, réserver une course, planifier une course, consulter une réservation, annuler une réservation. Donc on voit quand on ouvre le répertoire use case, que j'ai appelé use case, mais après si vous voulez l'appeler autrement, c'est possible. Je vois que je comprends tout ce que fait ce contexte de réservation. J'ai tous les éléments sans aller, ouvrir une documentation, sans aller ouvrir les fichiers eux-mêmes. J'ai toute l'essence métier de ce que fait ma réservation. Toutes les applications métiers de l'application. Et c'est ce qu'on appelle la Screaming Architecture, c'est-à-dire que l'application crie d'elle-même ce qu'elle fait. Et ça, c'est hyper, c'est très pratique, c'est un énorme avantage. Après je pourrais avoir mon Ça, ce serait mes interfaces, donc après je pourrais avoir un répertoire ou package interactor, puis un autre package présenteur, peu importe. Puis là, j'ai mon package entity avec toutes mes entités et mes répertoires, gateway avec mes interfaces. Et puis après, j'ai ma technologie, contrôleur et gateway. Donc là, c'est la technologie. En fait, ce qui est bien de trier par contexte, là, vous avez j'avais mis réservation et ben, j'ai toute mon arborescence de réservation et en dessous, là, vous voyez, j'ai rajouté administration et j'ai toute mon arborescence d'administration. Et ce qui est bien, c'est qu'on a plus les scrolls qu'on avait, dans les applis en couche, parce que là, si je veux voir le use case ou le contrôleur, le gateway de la réservation, et ben, c'est tout au même niveau, donc c'est beaucoup plus pratique. Et là, on est dans de la pizza, on n'est plus dans le on est toujours dans la pâte, mais dans la pizza, donc ça veut dire que, j'ai mes cercles concentriques et un contexte, porte tous les cercles part de pizza pour réservation, une part de pizza pour administration, c'est beaucoup plus pratique. Hem Comment communiquent les contextes? Ils pourraient appeler la même base de données, ils pourraient s'appeler directement. Administration pourrait appeler réservation, genre je change les prix de mes courses au kilomètre par exemple ou à l'heure, je sais pas comment ça marche. Et ben la réservation, forcément elle est impactée. Donc je pourrais lui communiquer les prix directement. À ce moment-là, j'aurai un couplage, donc soit à la base, j'aurai un couplage avec la base, soit j'ai un couplage directement entre mes contextes. Je peux aussi, avoir un couplage plus lâche en envoyant un message. Je publie un message, voilà, le prix a changé et derrière le contexte de réservation s'abonne à ce genre de message et puis, récupère ces messages et le stocke, soit dans sa base, soit dans son schéma si c'est la même base, soit dans des tables différentes si c'est les mêmes schémas, pour dire: «Voilà les prix, moi je vais stocker les prix dans la forme qui m'arrange pour moi, mon contexte de réservation» et puis mon contexte d'administration, lui, il fait autre chose. Et si demain je voulais, mettre ma réservation en microservice parce que j'ai un besoin que juste cette partie reste soit en microservice et que l'administration et la comptabilité et tout ça reste dans le monolithe, bah, c'est possible parce que c'est beaucoup plus simple, parce que c'est déjà prédécoupé et en plus si j'ai fait un découplage par événement et ben, c'est beaucoup plus simple. On n'est pas obligé de faire tout ça dès le début, hein, on peut le laisser émerger. Au début, je fais un couplage, direct et puis au bout d'un moment, je vois que j'ai besoin ça me pose des problèmes donc j'évolue vers, je sais pas, vers de l'événementiel par exemple comme là. De la même façon que tout à l'heure, pour échanger les données entre les frontières de use case, entre, use case et l'extérieur et ben, je vais plutôt faire des mappings, ça m'aide pour faire des mappings. Après, à voir si vous voulez le faire ou pas, si vous voulez pas exposer vos entities à l'extérieur, mais en tout cas dans les textes, il faut faire des mappings. Bilan, petit bilan, je sais pas si vous connaissez Combini, hein?
pose des questions à des acteurs, à des chanteurs et cetera, en leur posant, toujours 2 choix, par exemple Vincent Cassel, hein, qui a joué dans La Haine, on lui demande, l'amour ou la haine et moi si je rencontrais Combini peut-être un jour, on me demanderait alors, hexagonal ou clean? Heu et il me demanderait de me positionner. Donc moi je dirais, bah, parfois aucun des 2 en fait. Si jamais vous êtes pas dans votre cœur métier, c'est la partie de gauche. Je sais pas, vous avez un contexte de référentiel, donc c'est des on met à jour des choses dans une base et on les récupère. Alors sans doute que ça va être utilisé par le reste, mais si je dois développer ce contexte-là, je vais pas m'embêter à faire de la cleanarchy, de protéger, quelque chose qui n'a pas de règles, de faire, des mappings de pas de ré de d'objets, en fait, c'est les mêmes objets que je transite, donc je ferai des mappings des mêmes informations pour pas grand chose. Donc à ce moment-là, je serais plus sur du transaction script ou du active record et là, j'aurais un contexte qui aurait une autre architecture et c'est très bien, qui ne serait pas sur de la clean architecture ou de l'architecture, hexagonale, port et adapteur. Et même on pourrait voir que la pyramide, la cette pyramide de tests et ben, elle serait soit inversée, soit en diamant, donc on aurait plus de tests, de bout en bout ou des tests, d'intégration et c'est très bien parce que voilà, si on met des choses en base, on n'a peut-être pas forcément besoin de tester chaque couche. Au contraire, c'est contre-productif. On voit des gens qui font ça parce qu'ils veulent monter leur couverture de test, mais finalement ils font que tester leur doublure de test, leur mock, leur stub et c'est pas très, voilà, c'est pas très heureux. Avec un test end-to-end, hein, on arrive à une grande couverture aussi. Par contre, si c'est votre cœur métier, donc c'est la partie droite, votre cœur métier et c'est un métier complexe, à ce moment-là, ça a tout à fait sa place. Soit la clean archi, soit l'archi-hexa, c'est vraiment dédié à ça. Et vous pouvez avoir, dans votre application donc plusieurs contextes et plusieurs architectures qui cohabitent, suivant ce que vous avez besoin. Après si vous avez des transactions monétaires ou de l'audit, là il faut plus passer peut sans doute sur de l'event sourcing, donc stocker les événements plutôt que stocker les états finaux. Mais là on part dans encore autre chose. Heu et puis vous pourriez aussi avoir, un chemin de lecture, un chemin d'écriture si jamais vous avez des problématiques de perf, pour l'un ou pour l'autre. Et là, on serait sur du CQRS. Moi, sur du CQRS, je continuerai sur la partie commande à faire de l'architecture hexagonale ou de la cleanarchy. Les queries, non, je m'embêterai pas avec ça parce que voilà, c'est du passe-plat et à ce moment-là, on a aussi une pyramide de tests, classique, que tout le monde connaît. Donc cet arbre de décision, il sort du livre de Vlad Konenov et je trouve, très intéressant, c'est pour ça que je vous l'ai mis là. On n'est pas obligé de suivre à la lettre, mais c'est quand même une bonne base de réflexion. Donc là, c'est pas adapté et là, c'est adapté. Donc les avantages sont communs, hein, entre le hexagonal et le cleanarchy, hein. On a vu le découplage, isolation, la flexibilité, la pérennité de ce qui est au centre, la testabilité, hein, by design, c'est testable. On peut repousser les choix techniques et ça, c'est top. C'est pas que du back, hein, ça peut être aussi du front. Vous pouvez faire un front en cleanarchy, ça marche très bien. Vous avez isolé votre partie métier du front, du reste et puis c'est pas, juste pour du monolithe ou du microservice, ça peut fonctionner sur les 2, hein, ça n'a aucun rapport avec la façon dont c'est déployé. Alors la différence quand même entre les 2, c'est vraiment, je crois que vous l'avez vu, c'est le niveau de guidage. C'est est-ce qu'il faut mettre des interfaces, pas d'interface, un fichier, plusieurs fichiers, comment on ressort les informations, on met un présenteur ou pas? Hem et où est-ce qu'on met le comportement? Est-ce qu'on le met dans le cœur du port ou est-ce qu'on le met dans des entities? Là vraiment la différence pour moi, c'est principalement là. La clean archi va vous guider fortement, l'hexagonal va vous laisser un peu libre. Une fois que vous avez fait votre, inversion de dépendance à droite, bah, ça vous êtes un peu libre de faire ce que vous voulez. Alors, plus guidé, ça veut pas dire plus facile, hein, parce que voilà, il y en a qui sont, «Ah, faut mettre des interfaces, faut mettre des présenteurs». Alors voilà, à vous de voir, à vous de tester, à vous d'essayer. Donc la terminologie est différente, mais ça reste, les mêmes concepts, on va dire. Là, je vous ai mis une analogie et donc les 3 éléments importants, c'est que l'objectif est commun, hein, isoler le métier, même si la terminologie est différente. Les avantages sont communs, découplage, flexibilité, la structuration. Mais les inconvénients sont communs aussi. Donc on n'a pas de guidage aussi pour designer le métier. Les 2 nous disent: «Il faut mettre du métier». La Cleanarchy nous dit un peu plus en disant: «Il faut mettre les comportements dans l'arborescence, enfin dans la grappe d'objets métiers», mais il nous dit pas, plus que ça. Et là, il faudra plus aller sur du DDD qui nous dit vraiment, nous explique comment,
structurer le métier. Donc le DDD marche très bien avec, la CleanArchi ou l'ArchiExa. On peut faire les 2 en même temps, c'est top. Et l'inconvénient commun aussi, c'est que c'est pas adapté à toutes les situations, hein. On n'a pas, souvent on dit, on parle de la silver bullet, on n'a pas quelque chose qui fonctionne partout. Comme, silver bullet, c'est pour tuer un loup-garou, on lui tire n'importe où, il meurt. Là, il y a pas d'architecture qui fonctionne partout, sur toutes les situations. J'ai déjà vu des gens faire de la clean archi et c'était contre-productif. J'en ai parlé juste avant. Et après vraiment la différence, c'est le niveau de guidage qui est différent, hein. Voilà, le streaming architecture, les interfaces, le retour d'informations, c'est vraiment ça qui est différent. Et pour conclure, du coup, si on me disait: «Mais j'ai un peu noyé le poisson, j'ai toujours pas répondu», je dis parfois les 2. Donc Hexagon et Loopin, si je devais choisir, ma réponse ce serait, eh ben, le titre de la conf, la clean archigonale. C'est-à-dire je prends le meilleur des 2 mondes. Je prends ce qui m'arrange dans l'un et ce qui m'arrange dans l'autre et je les mixe et ça marche très bien. Si je veux pas faire d'interface à gauche, j'en fais pas. Si je veux en faire une, j'en fais. Le présenteur également. Voilà. Je prends le meilleur des 2 mondes. Et pour conclure, une petite phrase inspirante, hein. Chaque talk se termine par une phrase inspirante là, c'est Ralph Waldo Emerson qui dit que: «L'idéal de la vie n'est pas l'espoir de devenir parfait, c'est la volonté d'être toujours meilleur». Donc soyez meilleurs. Merci. Yes. Oui, je vous entends. Merci à vous. D'accord, ça marche. Bah, merci à vous de m'avoir invité. OK, ça marche. Alors c'est y a-t-il des langages adaptés à cette, architecture? C'est la première question. Heu, non, pas tellement. En fait, c'est cross technologie et cross langage, donc ça s'adapte bien. Je mettrais un petit bonnet sur JavaScript, vu qu'il y a pas d'interface native, c'est un peu compliqué. Mais à ce moment-là, je vous conseillerais d'aller sur du TypeScript parce que le TypeScript génère du JavaScript, on s'en sort comme ça. Donc non, pas de langage particulier. Alors la 2e question, c'est sur la taille des ports. Hem, donc ouais, il faut faire des use cases qui sont un use case par type de choses qu'on veut faire. Après il faut jouer avec les paramètres aussi, hein. On va pas rajouter, 40 use cases suivant une date par exemple. C'est un use case qui prend en paramètre, un use case a une méthode qu'on appelle souvent execute et qui prend en paramètre, une date.
et un nombre de personnes, par exemple, ça veut dire que voilà, je peux réserver une course pour telle date, pour, 3 personnes et il faut essayer d'avoir, voilà, le plus de use cases comme ça, différents, telle sorte à ce quand on ouvre le répertoire des use cases, on voit exactement ce que fait l'application et l'onboarding du coup des gens est beaucoup plus facile ou la se repérer dans un contexte sur lequel on n'a pas travaillé parce que ça parle de soi-même. Il y a pas besoin de doc, ni d'autres choses. Ok. Ben, merci beaucoup pour ta présentation et pour ces réponses à ces questions. Avant de passer à la prochaine présentation, on va faire une petite pause, le temps de régler le... Oh bon, tout est réglé. On peut enchaîner avec Moustapha du coup? On fait une petite pause. On fait une petite pause, on revient dans quelques instants avec la prochaine présentation. Merci.